En apparence, elles avaient un père tout à fait ordinaire. Et pourtant... J'ai été prêtre, et puis j'ai décidé un jour de fonder une famille. Pendant des années, ce secret a été bien gardé. Je pensais qu'il était professeur, enfin je savais pas. On a envie d'être comme tout le monde, etc. Fille de prêtre, fille de curé, c'était pas très glamour à l'époque. Je l'ai su à l'âge de 16 ans. J'ai une très belle histoire à te raconter. Ton père a été prêtre pendant plus de 10 ans avant de rencontrer ta mère. Mais ces familles hors du commun sont-elles vraiment si rares? Des enfants de prêtres, il faut oser le dire, il y en a partout. Il y en a partout sur la planète. Ceux qui aujourd'hui, des milliers en France, vous vivez, vous prêtres avec une femme et des enfants, vivez librement et en plein jour. Moi, j'ai adopté sa fille. Après, on a eu 3 enfants ensemble, qui étaient les plus grands moments de notre vie. Et puis après, 9 petits-enfants. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. La photo que vous apercevez derrière moi est un cliché a priori ordinaire, celui d'un père tenant sa petite fille par la main. Mais derrière cette famille unie se cachait pourtant une histoire peu commune. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Vous êtes la fillette que l'on aperçoit sur cette photo et à gauche, il s'agit de votre père. Quelle était la particularité de votre père? Mon papa était prêtre à ma naissance. D'accord, mais ça, vous ne le saviez pas. Vous ne l'avez su que très tard. Je ne le savais pas, je l'ai su à l'âge de 16 ans. Et bon, c'est le moment où on se retrouve et on va vivre ensemble avec maman. Alors, comme vous, les femmes que je reçois aujourd'hui ont découvert un jour la vérité sur leur histoire, celle d'un père qui, avant de commencer une histoire avec leur mère, avait décidé de vouer sa vie à un seul et unique amour, celui de Dieu. Mon père était prêtre, c'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Et juste après ces témoignages rares, nous vous donnerons rendez-vous dans l'histoire continue où nous recevrons Ginette et Maurice, ainsi que Stéphanie. Nous reviendrons avec eux sur leur parcours, sur ce qu'il s'est passé depuis leur premier passage dans l'émission. Mais d'abord, ouvrons la première partie, le fruit d'un amour défendu. Et nous allons découvrir plus en détail votre histoire, Anne-Marie. Nous venons de voir donc une photo de votre enfance. Quels souvenirs gardez-vous de ces années d'enfance? De très bons souvenirs. À partir du moment où on a été réunis, j'ai vécu dans un cocon familial très agréable. Et ces années font partie des meilleures années de mon enfance. Qu'est-ce qui faisait partie intégrante du quotidien de votre famille à cette époque? Mes parents ont été très croyants, catholiques. Donc nous allions à la messe tous les dimanches et voilà, la prière aussi tous les soirs. C'est des souvenirs qui m'ont marqué. C'était des moments de partage et des moments très forts. Des parents très élégants, hein, l'un et l'autre. Oui, je suis à Oran. C'est un jour de Noël. J'ai 2 ans et je suis en photo, donc avec ma maman. Alors, vous avez donc été éduquée dans la foi, mais vous étiez loin d'imaginer que la relation avait une place aussi particulière dans la vie de vos parents. C'est pourtant ce que vous avez découvert le 10 octobre 1967. Avec qui êtes-vous tombée nez à nez ce jour-là? Avec mon oncle, le frère de maman, qui a voulu se venger sur moi d'une querelle familiale. Donc, je dirais qu'il a amorcé l'histoire de mes parents. Et j'ai entendu des paroles très, très blessantes, du genre si nous n'avions pas été là avec ta tante à ta naissance, tu serais à l'assistance publique.
je connaissais pas mes parents. Enfin bon, j'ai eu vraiment des choses pas très gentilles sur eux. Et c'est vrai que quand je me suis séparée de mon oncle, j'ai cru que j'étais un enfant adopté. Donc là, vous aviez quel âge? Et là, j'avais 16 ans. Comment vous avez réagi en entendant ces allégations? Ben, j'ai eu le sentiment que ce cocon familial voilà, qui s'était développé, tout d'un coup, tout se détruisait. Je ne savais plus qui j'étais, qui étaient mes parents. Ça a été un moment terrible, jusqu'à ce que j'aille les rejoindre pour leur demander des explications. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors, ouf, c'était bien mes parents, mais voilà, ma mère m'a révélé donc qu'elle avait été religieuse, parce qu'elle s'était retrouvée orpheline à l'âge de 15 ans. Son frère était parti vivre l'aventure en Indochine. Bon, elle a été confiée à un tuteur qui était beaucoup plus âgé qu'elle et qui voulait l'épouser. Et pour fuir ce tuteur, elle a demandé à partir. Elle s'est réfugiée chez les Dominicaines de la Présentation à Marseille, qui lui ont fait passer son diplôme d'infirmière, enfin, son brevet d'État. Elle a retrouvé une certaine dignité et surtout une famille. Quant à mon papa, voilà, c'était l'aîné de 3 garçons. Et il a eu son certificat d'études avec mention bien. Il a été classé premier du canton. Et mon grand-père a voulu, enfin ma grand-mère, c'était les mamans à l'époque qui souhaitaient que voilà, leur fils rentre au séminaire. C'était pas son souhait à lui? Non. J'ai appris il n'y a pas très longtemps que mon papa voulait être vétérinaire. D'accord. Voilà, donc non, il avait l'âme d'un bon père de famille, mais c'était l'époque où on obéissait aux parents. Et voilà, il fallait surtout pas faire de peine à sa maman. Alors, dans un premier temps, vous étiez quand même soulagée d'apprendre que vos parents étaient bien vos parents biologiques, tout à fait. Mais quand même abasourdie par les révélations qu'ils vous faisaient. Voilà, c'était une époque difficile pour nous aussi. On était dans une misère financière, morale, très, très douloureuse. Et je dirais que ces révélations sont vraiment arrivées au mauvais moment. Donc j'ai eu quand même un choc lorsque j'ai appris que j'étais fille de prêtre et de religieuse. J'ai eu le sentiment d'être la seule au monde à vivre une histoire pareille. Et n'ayant pas de frères, pas de sœurs. Et sentant surtout dans le regard de mes parents beaucoup de souffrance, un passé très difficile et douloureux. Je me suis refermée. Vous vous êtes perçue vous-même comme un péché, parce que vous deviez sentir quand même de l'amour dans le regard de vos parents. J'ai senti toujours beaucoup d'amour. Maintenant, c'est vrai que, vous savez, il y a des choses, des réflexions qui me sont revenues, de la part un petit peu de la famille, des choses que je n'avais pas très bien comprises, avec mon grand-père notamment. Et j'ai compris que ma venue dans le berceau de la vie avait provoqué quand même un cataclysme. Pourquoi vous avez été élevée par votre oncle? J'ai pas été élevée par mon oncle. Je suis restée à peu près, je dirais, 6 mois chez mon oncle et ma tante après ma naissance à Paris. Donc il nous a ouvert les portes. Ça a été très gentil de sa part. Et ma tante s'est occupée de moi pendant que maman est repartie, à Oran. Frappé aux portes des autorités religieuses pour libérer mon père des pressions de l'Église. Ma mère a Est-ce que lui était resté là-bas? Voilà, lui était resté là-bas. Il avait, je dirais, les pressions et de l'Église et on lui avait fait porter une culpabilité importante aussi. Alors tout ça, vous l'avez appris que bien plus tard, parce que sur le moment, vous avez décidé de réagir en enterrant ce secret, comme l'avaient fait vos parents avant vous. Oui. On n'en parle pas. On choisit de ne pas en parler et d'avancer. À quel moment avez-vous finalement ressenti le besoin justement d'en parler vraiment pour la première fois et de tout savoir, quoi?
Bien, j'en ai parlé à mon fiancé à l'époque, en 1973, celui qui est devenu mon mari. Et il fallait absolument que je lui parle de ce secret de famille avant que, voilà, on se marie. Je ne savais pas trop comment il allait réagir. Et il n'est pas parti en courant, bien au contraire. Franchement, il n'y a pas de quoi. C'était une époque aussi, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence à en parler plus librement. De quoi aviez-vous peur? J'avais peur du rejet, j'avais peur qu'ils me disent oh là là, où je vais mettre les pieds, c'est pas facile à porter tout ça. Mais bon, j'ai un homme, enfin un mari qui est assez formidable. Alors, avec les années, vous n'êtes pas parvenu à vous libérer de ce sentiment de culpabilité. Vos parents sont décédés en emportant avec eux tout leur mystère. À quel moment ce passé a vraiment ressurgi dans votre vie? Quand mes parents sont tombés malades et qu'ils sont décédés. Là, c'est comme si le couvercle s'était soulevé, le couvercle de la marmite, et tout m'est revenu. Donc, vous aviez quel âge ça a été, j'avais 32 ans quand j'ai perdu ma mère et 35 quand mon père est parti. Voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là que vous avez commencé à vous intéresser à l'histoire de vos parents. Et je suis allée quelques années plus tard, en 1991, faire une retraite dans un foyer de charité à Besançon. Et là, j'ai discuté avec le prédicateur pendant sa permanence. Et chose extraordinaire, ce prédicateur, quand il m'a demandé le nom de mon papa, m'a dit qu'il avait été à son ordination, qu'il le connaissait. Et l'évêque qui a ordonné prêtre ce prédicateur a aussi ordonné prêtre mon papa. Donc il y a eu un moment très fort et ce prêtre a eu les mots qu'il fallait pour m'apaiser. Et je dois dire que ça a été bouleversant, mais en même temps, c'est comme si il s'était levé de mes épaules un poids. Et j'ai pu, à partir de là, commencer à en parler, voilà, sans trembler, sans pleurer. Alors, vous nous direz tout à l'heure ce que vous avez découvert, où vous en êtes aujourd'hui, mais d'abord nous allons saluer Yvonne Poncé-Bonissol, notre psychologue. C'est un thème inédit, Yvonne, que nous allons aborder aujourd'hui. Merci d'être présente pour nous éclairer. Une première réaction à l'histoire d'Anne-Marie. Alors Anne-Marie exprime la souffrance des enfants du silence, parce que jusqu'à l'âge de 16 ans, vous ne saviez pas que votre père était prêtre et que votre mère était religieuse. Néanmoins, c'est a posteriori que vous avez ressenti cette culpabilité. Je dirais même plus que la culpabilité, c'est une forme de honte, parce que la honte, c'est une culpabilité sociale, c'est-à-dire ce que tous les regards, toute l'approbation, la désapprobation de l'Église et de l'entourage portaient pas sur vous, mais sur vos parents. Et c'est cette culpabilité socialisée, quelque part, dont vous avez hérité, parce que vous ne le saviez pas, mais vous le pressentiez. Et c'est là où on voit justement l'importance dans les secrets de famille, parce qu'il s'agit d'un secret sur vos origines, eh bien, transpire, et vous l'avez complètement capté à votre insu. Et alors ça donne quoi quand on le capte à son insu? Ça donne une forme de mal-être confus, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'amour, comme on vous l'a dit. Néanmoins, vous aviez un poids sur les épaules qui était indéfinissable. Il a fallu que quelqu'un renoue un tant soit peu avec votre histoire et l'histoire de votre père pour que d'un seul coup, tout cela s'allège. Mais c'était surtout le drame de votre père et le drame de votre mère. Et ça a des conséquences, je dirais presque transgénérationnelles, et plus exactement transgénérationnelles au niveau de la maternité. Peut-être que votre maman n'a pas eu accès totalement à la maternité à vos premiers débuts, parce que vous avez été élevé par votre oncle. Ça peut aussi produire chez vous, a posteriori, une forme de mal-être quand vous avez votre premier enfant, dépression, postpartum, enfin quelque chose qu'on vous a volé et qu'on a volé à votre mère. Ensuite, les enfants de prêtres, c'est quoi? C'est effectivement, c'est les parents qui sont désignés comme étant impurs. Cette notion de tabou, dans le mot tabou, il y a à la fois la notion du sacré,
et la notion de l'impureté, d'où cet enfant du péché. Il a osé déroger à la loi divine en faisant un enfant, c'est-à-dire en faisant en sorte d'écouter ses pulsions et non pas être fidèle à l'Église et fidèle au sacerdoce et fidèle, je dirais presque, il se devait de sublimer ses pulsions et de ne pas y avoir accès. Oui, et c'est ce point-là que vous avez porté, pardon ? C'est ce point-là qu'elle a porté, mais c'est aussi, elle peut aussi voir les choses en se disant qu'elle est le fruit d'une histoire d'amour, Alors d'une c'est ce belle que histoire d'amour. j'allais le dire, parce que quand un père et une mère osent sortir finalement, je dirais presque d'une aliénation dogmatique, parce que c'est un peu ça, eh bien ce sont des êtres dissidents qui forcent le respect et qui sont effectivement des êtres d'amour extraordinaires. Votre histoire, elle est belle, vous avez souffert certes, mais c'est une belle histoire d'amour. Merci, oui. Mais j'en suis consciente et je remercie mes parents aujourd'hui de s'être aimés et d'avoir osé m'aimer. Oser. Parce que Voilà. oser vous aimer, enfin oser s'aimer en bravant les interdits de cette manière, ça souligne la force de leur amour quand même. Bien sûr. C'est un socle merveilleux. Ce combat pour l'amour sûr. donne normalement chez les enfants un socle très très fort et très résistant. Tout à fait. Mais voyez, ce qui a été aussi difficile pour moi lorsque j'ai eu ces révélations et que j'ai compris que ma naissance avait provoqué une sorte de cataclysme, il y a une culpabilité qui m'a été renvoyée et je me suis dit, mais voilà, j'ai fait souffrir. Et une naissance, c'est pas ça, c'est de la joie. Et c'est vous qui les avez libérés de leur chaîne. Mais vous avez raison. Voilà. Tout à fait. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, vous avez, comme Anne-Marie, grandi au sein d'une famille très croyante. Quelle éducation avez-vous reçue? Moi, que de l'amour. La joie, une éducation catholique, mais en fait qui était très... on allait à l'église, on faisait... j'ai fait mon catéchisme, j'ai même été enfant de chœur, etc. Mais c'était très bordé sur la... C'était festif, en fait. Il n'y avait pas d'obligation par rapport à ça. Quel souvenir gardez-vous des relations que vous aviez avec votre père? Quand j'étais toute petite, il était beaucoup sur la route, donc je ne l'ai pas beaucoup vu la semaine, je le voyais plutôt les vacances et les week-ends. J'avais mes grands frères qui s'occupaient de moi, donc c'est peut-être un mélange. Mais non, c'était plutôt... C'est lui sur la photo? Oui, à mon baptême. Il vous a eu à quel âge? Il avait 47 ans et demi et maman 42 ans et demi. D'accord, c'est assez tard. Oui. Alors, votre père était chef d'entreprise et vous étiez à 1000 lieues d'imaginer qu'auparavant, il exerçait une activité radicalement différente. Que vous a-t-il révélé lorsque vous avez eu 10 ans? Bon, en fait, ils m'ont demandé si j'avais une idée de ce que papa faisait comme métier avant. Enfin, en fait, il était responsable import-export d'une société. Et enfin, j'avais aucune idée. Et comme il était assez érudit, évidemment, 10 ans de théologie, philosophie, etc., je pensais qu'il était professeur, enfin, je ne savais pas. Et effectivement, c'est là qu'ils m'ont annoncé qu'il avait été prêtre. Comment vous avez réagi? En fait, moi, j'allais beaucoup à l'église, je connaissais le prêtre. J'ai grandi avec beaucoup de prêtres, puisque, évidemment, mon père avait beaucoup d'amis prêtres. Donc, on se retrouvait pendant les vacances, justement. Et pour moi, un prêtre, ça ne se mariait pas par définition. Donc, Voici vos vacances avec des prêtres. En fait, il avait été prêtre, notamment à la Seine-sur-Mer. Et du coup, banal. Non, mais il n'y avait pas que des prêtres. Mais c'est vrai que, du coup, il retrouvait ses potes qui étaient prêtres, quoi, en fait. Donc, bon, Pardon, mais c'est pas banal. Alors, c'est quoi des vacances avec des prêtres? On fait quoi? On se non, baigne? j'étais avec mes frères, on s'amusait, etc. Moi, on les retrouvait, on dînait ensemble. Ouais, d'accord. Dans le sud de la France. Non, c'était... là encore, c'était festif, quoi. Enfin, Ouais. moi, j'étais la petite fille, donc j'étais un peu gâtée pourrie. Avec mes 3 grands frères, on est papouillés, quoi. Donc, quand vous avez appris que votre père avait été prêtre, ça a été un choc ou pas, alors, finalement? Disons que par rapport... Pardon. Ce qui a plus été gênant après, c'est de l'avoir dit. Et c'est les réactions des autres à l'école, en fait. Parce que vous en avez parlé à l'école, Oui. à vos copains. Oui. Et alors, comment ont-ils réagi? Donc c'est plus... c'est quand on est petite fille, on a envie d'être comme tout le monde, etc. Fille de prêtre, fille de curé, etc. C'était pas très glamour à l'époque. Voilà. Je sais pas si c'est très glamour aujourd'hui, mais... En tout cas, c'était... Bon, c'est un petit peu moqué de moi, mais enfin, après, il y a un effet de mode. On vous disait quoi? Vous entendiez quoi? Fille de curé, fille de défroqué, etc., quoi. Qu'est-ce que vous répondiez à ça?
Moi, j'étais très fière de mon papa, parce que c'est quand même quelqu'un... Ce qui est important quand même à savoir dans l'histoire, c'est que... Et ça, ils m'ont expliqué quand j'étais petite, c'est qu'il n'a pas arrêté la prêtrise parce qu'il a rencontré maman, etc. Mais il a arrêté parce qu'il avait très envie de fonder une famille, alors qu'il avait la foi depuis qu'il était tout petit. Donc, avant de rencontrer votre mère. Voilà, donc il a demandé à Rome d'arrêter, donc ça a été un peu compliqué. On lui a proposé d'autres alternatives qu'il a refusées, donc il a arrêté. Il s'est remis à travailler dans la vie classique, quoi, en fait. Et il a vu maman, qui était avec 3 garçons, et ça a été 42 ans d'amour faux. C'est-à-dire que si la religion catholique autorisait les prêtres à se marier, il serait toujours prêtre aujourd'hui. Ah, mais il aurait, enfin, là, il est décédé, mais malheureusement, mais oui, il aurait été prêtre tout le temps. Oui, c'est clair. Est-ce que le passé de votre père a eu d'autres conséquences négatives par la suite? Négative, oui et non, dans le sens où après, dans la vie d'adolescente, vous rencontrez des garçons, etc., évidemment. Et j'ai eu le droit à des réflexions de catho-intégristes, hein, enfin, appelons un chat, me disant « mais je ne pourrais pas t'épouser parce que tu es fille de prêtre », genre « va des rétro, Satanas ». Bon, en même temps, j'aurais pas forcément épousé un idiot, donc... Un quoi? Un idiot, quoi. Donc ça a été un filtre en même temps, donc je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose, mais ça m'a quand même beaucoup amené à me poser beaucoup de questions par rapport à ça, en tout cas. Alors malgré ces attaques, vous n'en avez jamais voulu à votre père, et c'est en grandissant que vous avez pu en savoir plus sur les raisons qui l'avaient poussé à rendre sa soutane. Vous avez un peu expliqué, mais vous nous en direz plus tout à l'heure. Il est temps à présent de faire la connaissance de Dominique, qui se trouve de l'autre côté du plateau. Bonjour Dominique. Bonjour. Pour quelle raison êtes-vous installé face à nos invités? Parce que j'ai été prêtre, et puis que j'ai décidé un jour de fonder une famille. Votre histoire commence en fait à l'âge de 12 ans. Quelle idée a commencé à germer dans votre tête à ce moment-là? Voilà, donc comme beaucoup de mères, ma mère m'a inculqué ce désir d'être prêtre de façon très secrète, alors que mon père m'a toujours dit, depuis ma tendre enfance, que je devrais prendre la succession à lui, à son père et à son grand-père. Alors juste un commentaire d'Yvonne là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des mères qui veulent que leur fils soit prêtre? C'est parce si qu'il y a une fréquent que ça? institution, oui, c'est très fréquent. C'est la mère qui désigne qui sera. Je veux dire, il est sacrifié au nom de Dieu. C'était fréquent ça dans les C'est familles? fréquent. Il y avait dans les grandes quelqu'un familles, de la fratrie qui devait être prêtre. Oui. Un prêtre et un avocat Pourquoi? et un Parce que médecin. ma mère, elle me gardait, j'étais son chouchou, elle me gardait. Donc, alors, votre mère avait décidé? J'ai vraiment, je ne savais pas pourquoi, mais mon désir, il était de plus en plus fort et de plus en plus important. C'était évident que j'allais devenir prêtre. D'accord. Mon père, il m'a dit simplement, à mon bac, tu vas pas rentrer tout de suite au séminaire, tu n'es pas assez mûr. Et puis, ils te font un métier. Et tu choisiras entre un métier et ta vocation sacerdotale. Et donc, j'étais à la faculté de droit. Après, je suis rentré au séminaire. Pardon, avant d'entrer au séminaire, est-ce que vous avez connu des femmes? Alors, oui, mes parents m'ont inscrit à des cours de danse. Hein. Ah. Et après, à des rallyes, comme on faisait dans mon milieu, hein, pour que je sois en rencontre avec les femmes. Mais moi, j'avais complètement intégré le tabou, donc j'ai jamais flirté, étant adolescent, ce qui est Quel énorme. dommage. Voilà, okay. mais je me le suis interdit par moi-même. Attention. D'accord. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on arrive à intégrer tout un tas de choses sans s'en rendre compte. Et c'était le tabou. Donc les femmes, pourtant j'avais aussi des copines à la faculté et tout. Mais attention, c'est pas pour toi. Donc, après la faculté de droit, vous intégrez le séminaire. Oui. Et vous vous sentiez quand même un petit peu en décalage avec les règles de la communauté? Alors voilà, le séminaire, c'est horrible. On est complètement pris dans une discipline plus que militaire. Tout est dirigé. On a des cours obligatoires qui répondent à aucune de nos questions, parce que j'étais au séminaire pour répondre vraiment aux questions sur Dieu, le mal, l'existence, la vie. Et ça répond pas à ça? L'Église. Et non, le séminaire, on nous dit, voilà ce qu'il faut apprendre, voilà ce qu'il faut enseigner. Et c'est que la doctrine officielle. Il y avait que saint Thomas comme philosophe qui était droit. Et puis, on avait on était là pour apprendre l'obéissance. On avait des directeurs de conscience qui vous interrogeaient toujours sur votre sexualité. C'était la seule solution. Il fallait vraiment qu'on rentre, qu'on chasse nos désirs impurs et toutes ces conneries. Et puis, c'était vraiment un formatage pas possible. D'accord. Et seulement, au séminaire, ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais 6 autres beaux copains, vocation tardive,
et qui m'ont permis de réfléchir et de me poser des questions. Parce que vous discutiez entre vous le soir dans vos chambrées? Oh non, c'était interdit. Mais par moments, dans les récréations, on pouvait discuter entre nous. Alors, vous avez été ordonné prêtre en 1967, et puis un an plus tard, un mouvement s'est opéré au sein du clergé. C'était concomitant avec le mouvement étudiant? Alors complètement, et c'était des prêtres qui déjà remuaient dans les brancards depuis des années, qui ont dit là, faut profiter de ce mouvement épatant pour alerter tous les prêtres en disant il faut faire évoluer notre sacerdoce. Bien écrasé. Voilà. Et non, il a porté ses fruits parce qu'on a été des centaines à prendre notre vie en main. Donc à passer au travail. Hein. Moi, mais ça veut dire quoi, prendre votre vie en main, si vous êtes sorti de votre prêtrise? Ah non, j'étais toujours prêtre. J'étais le prêtre qui était devenu éducateur dans un foyer de semi-liberté. Donc vous êtes devenu quoi, prêtre ouvrier, ça s'appelle? Alors voilà, oui, pas nous, parce que moi, je n'étais pas envoyé officiellement. Donc on m'avait dit que c'est interdit tout ça. Hein. Je l'ai fait malgré mon évêque qui me l'interdisait. Hein. Mais je devenais prêtre travailleur, comme on a fait plein de travail. Hein. Ce n'était pas uniquement la vie pour sauver les ouvriers. On travaillait pour gagner notre vie et on s'engageait dans la vie. Et à travers ça, on allait enseigner notre mission. Et on y croyait toujours. Moi, je n'ai jamais quitté l'envie de vivre selon l'Évangile. Hein. Et je disais, l'Évangile, je vais l'ouvrir à cette nouveauté, comme les prêtres ouvriers l'ont fait, comme bien d'autres. Hein. Et puis, vous avez fait une jolie rencontre. Voilà, donc... en quelle année? Pardon? En quelle année? Ben, dans les années, donc... en 73, hein. Voilà, un peu avant, quand même, hein, la rencontre. Pendant quelques années, j'ai eu une amitié avec une femme qui vivait une épreuve très forte dans son couple, d'accord, avec sa petite fille. Et moi, je vivais aussi une épreuve. Compagnon d'épreuve. Et voilà, était vraiment au fond du trou, hein, tous les deux. On a dit, on va s'appuyer mutuellement, elle pour retrouver, j'espère, hein, son mari, et moi pour un jour m'ouvrir à une relation que je m'étais autorisé sur le principe, hein, depuis 68. Et puis, les choses ayant évolué, elle, quand elle a su que c'était fini avec son mari, et elle a dit, on va essayer de vivre ensemble, parce qu'on avait tous les deux un fol désir d'enfant, hein, c'est ça. Et puis, on avait aussi un désir de quitter la ville. Hein, moi, je suis une vieille famille de Parisiens, et pour vivre à la campagne, hein, c'est les 68 heures, tout ça. Hein. Et quand, par contre, on a décidé de vivre ensemble, pour partir à la campagne avec des amis vivre. Moi, le lendemain, j'étais chez ma mère, je lui ai annoncé. Et le surlendemain, j'ai écrit à mon évêque. Hein, alors, comment elle a réagi, votre mère? Alors voilà, ça, c'est le gros épreuve. C'est que pour ma mère, ça a été une trahison. Un drame pas possible. Hein, puisqu'elle a dit que c'était pire que l'épreuve quand elle avait perdu mon père, hein, ce qui était épouvantable. Elle a dit que si mon père avait été là, je l'aurais tué. Hein. Elle a dit elle voulait faire un tribunal familial pour me... dites donc. Voilà. Et pour elle, non, mais elle correspondait. Hein, et c'est un père abbé, en plus, qui lui a mis dans la tête qu'elle ne devait jamais me recevoir, moi, mes enfants et ma famille, chez elle, dans sa maison à la campagne, parce que c'était inadmissible et c'était scandaleux. Et ma mère, elle a vécu déchirée toute sa vie. Donc, bien sûr, elle m'a accueilli finalement. Elle a accueilli mes enfants. Elle est venue 2-3 fois, pas plus, à la maison. Il a fallu que j'attende 50 ans pour que mes frères et sœurs viennent chez moi. Voilà. Donc, alors, malgré la réaction terrible de votre mère, un peu excessive peut-être, vous avez fini par réaliser votre rêve avec Marie-Édith, celui de devenir père. Oui, combien d'enfants avez-vous aujourd'hui? Donc, moi, j'ai accueilli et adopté sa fille aînée. Après, on a eu 3 enfants ensemble, qui étaient les plus grands moments de notre vie. Et puis après, quand nos enfants étaient plus grands, on a adopté Thibaut à 3 mois parce qu'il était abandonné à cause de sa trisomie. Voilà. Et alors, donc, vous en avez combien aujourd'hui? On a 5 enfants et 9 petits-enfants. Magnifique. Alors, vous êtes aujourd'hui un mari, un père et un grand-père comblés. Oui, plus que comblés. On dirait Bourville.
Et si la religion a fait partie de votre vie, pendant 13 ans, vous avez décidé de tirer un trait définitif sur votre passé de prêtre. C'est ce que nous allons découvrir en images, un habit devenu trop pesant. C'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. À Saint-Pierre-le-Vieux, en Saône-et-Loire. C'est la première fois que Dominique revient sur le parvis d'une église. Il n'y avait pas remis les pieds depuis 1973, l'année où il a été excommunié. Mais aujourd'hui, il n'ira pas plus loin, car il éprouve une certaine rancœur. J'ai pas envie de rentrer dans l'église parce que un jour l'église m'a dit de disparaître en silence et n'a plus gardé aucun contact avec moi. J'étais en plus excommunié parce que je faisais ma vie avec une femme divorcée d'un mariage catholique. Celle pour qui il a été excommunié, c'est Marie-Édith. Elle est devenue sa femme. Ensemble, ils ont fondé une famille. Oui, mais j'ai Louisette. Tu vas faire un bisou à mon père? Ils ont 5 enfants et 9 petits-enfants. Aujourd'hui, Dominique souhaite leur faire partager ce passé de prêtre. Donc je suis là, dans Notre-Dame. Ah, donc là, vous êtes ordonné prêtre. Ah non, là c'était sous-diacre. D'accord, donc vous êtes Voilà. pas encore Après, prêtre. c'est, Parce qu'avant d'être ordonné prêtre, on est sous-diacre. voilà. Puis après diacre, on s'engage au célibat, hein, notamment. Ah. Voilà, donc pour moi, ça ne me posait pas de problème. J'ai dit, bon, ben, soyons célibataires et puis on verra après. Voilà, ça c'est quand j'ai célébré la messe pour le mariage de mes frères et sœurs. Emmanuel et Fanny n'avaient encore jamais pris le temps de regarder ces photos. De voir mon père en soutane, ça fait drôle de penser qu'avant mon père était prêtre. Et en même temps, ça me... Alors, c'est pas grave. Et en même temps, ça fait une fierté. Parce que j'ai vu que mon père a su dire non à un système. T'es trop fier de ton papa. Eh bien oui, moi je suis aussi fière de toi, papa. Hein, tant mieux pour nous si tu as quitté le sacerdoce. C'est bon. Ah oui, tu ne serais pas né sinon, ce serait dommage. Si, où on serait cachés. Oh, on serait caché, ah oui. Tout comme ses enfants, Marie-Édith est fière de ce que Dominique est devenu. Ce qu'on privilégie beaucoup tous les deux, c'est tout le côté humain de la vie, quoi, le partage, le don. Et voilà. Et j'aime mon mari, même s'il est un peu polisson. C'est vrai qu'on n'a jamais regretté ce qu'on a fait. Et puis, ben, nos enfants, ça a été vraiment l'éblouissement, la joie incroyable. Mon doute. Père et aujourd'hui grand-père, Dominique ne s'est pas contenté de fonder sa propre famille. Fidèle aux valeurs de l'Église, il a choisi d'adopter Thibaut, atteint de trisomie 21, alors qu'il avait 3 mois. Vas-y Thibaut, n'hésite pas, prends tes cartes. Fanny et Emmanuel ne sont pas croyants. L'éducation de Dominique était basée sur des valeurs humaines et non religieuses. Il ne nous a pas parlé beaucoup de Dieu. Il parlait de la religion, mais pas en termes très positifs, j'ai envie de dire. Il nous a élevés comme un père qui est aimant, très très ouverte, où il y avait une grande... Enfin, l'humain joue un rôle très important dans son éducation, oui. Oh là là. Il arrange les règles du jeu, c'est pas pareil. Après des années passées dans les ordres, Dominique est désormais en accord avec lui-même. Sa femme, ses enfants et ses petits-enfants font de lui un homme heureux. Eh bien,
il y a des rencontres qui marquent. Vous êtes une belle personne, Dominique. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ah oui, Vous moi êtes très touchant. j'ai trop de chance par rapport au drame qu'ont vécu Anne et Anne-Marie, enfin leurs parents. Hein. Moi, j'étais porté par un mouvement. Et puis après, on a pu réussir notre vie à la campagne à une époque où c'était encore possible. Et j'ai jamais trahi ma vocation. Seulement, j'ai vécu cette vocation proche de l'humain, de l'évangile, de Jésus, autrement que dans ce système sacerdotal qui nous refusait cet humain. Et peut-être que c'est comme ça qu'il faudrait qui la trahissait vivre. l'évangile pour moi. Hein, peut-être que c'est pour ça, peut-être que vous avez été encore au plus près de l'évangile de cette manière-là. Exactement. Qu'est-ce que vous en Il a pensez, osé- Yvonne? je crois que Ce qui est très Dominique- touchant, c'est de voir la réaction des enfants, et de voir l'émotion de son fils et la fierté qu'il éprouve. Donc ça veut dire que vous avez complètement transmis les valeurs humaines essentielles. Quoi. Oser être soi. Je crois que ce qu'on entend dans votre discours, et c'est ce qui force l'admiration aussi par rapport à vos enfants, c'est que non seulement vous êtes dissident, mais vous avez osé briser les chaînes un petit peu de l'infantilisation même de votre mère. Hein. Vous avez osé oser contre l'Église. Donc vous êtes un homme libre. Vous avez choisi non seulement l'amour, mais la liberté. Et qu'est-ce que vous pensez de notre pape actuel? Eh ben, il faut lui laisser une chance, mais je crains qu'il soit trop pris par un système qui ne lui permettra pas de dire la seule phrase qu'il faut. Eh ben, tous ceux qui aujourd'hui, des milliers en France, vous vivez, vous prêtres avec une femme et des enfants, ben, vivez librement et en plein jour. Et arrêtez de leur faire souffrir et de vivre ça comme une Vous culpabilité. pensez qu'il faudra encore combien de siècles avant qu'on en arrive là? Non, c'est à chacun. Aujourd'hui, chaque prêtre, comme moi j'ai pris ma responsabilité, j'invite à chacun de prendre sa responsabilité. Et je suis sûr que même dans plein de paroisses, les gens continueront à les accueillir, même s'ils savent qu'ils ont une femme et un enfant. Et j'attends rien, c'est pas du haut qui vient. C'est comme nous, on a été des centaines à prendre notre responsabilité en 68. Et ben c'est aujourd'hui à ces femmes qui vivent cette souffrance, à ces enfants qui vivent, sortons de cette souffrance et vivons en plein jour. Hein, voilà. Pour moi, et après les autres, ils vont suivre le François. Bravo, monsieur. Allez. Alors, réaction à ce témoignage de Dominique. Qu'est-ce que vous pensez? Alors moi, ce qui m'a frappée dans le petit reportage, c'est lorsque le fils de Dominique a vu son papa en soutane et qu'il s'est mis à pleurer. C'est comme s'il avait à ce moment-là pris conscience réellement de sa condition d'enfant de prêtre. Et je voudrais dire qu'aujourd'hui encore, en 2014, ce n'est pas évident d'être un enfant de prêtre. J'en sais quelque chose, mais c'est vrai qu'il y a deux catégories aujourd'hui d'enfants de prêtres. Il y a des enfants qui arrivent dans les familles déjà constituées, comme ça s'est passé chez Dominique, et où on parle rapidement du passé des parents. Bon, il n'y a pas de secret, on en parle librement, et je veux bien croire qu'il n'y a pas de traumatisme. Et puis, il y a les enfants de prêtres, comme je l'ai été, et voilà, comme certains aussi, qui sont dans une souffrance terrible parce qu'ils sont nés de façon clandestine. Et leur père a continué donc, d'exercer le ministère. Donc, et on en a fait des enfants cachés, des enfants... Donc, soit c'est assumé et bien vécu, voilà. soit c'est difficile Je pense quand même qu'il y a une émotion particulière lorsqu'il y a cette prise de conscience, aujourd'hui encore, et que ce n'est pas anodin. Anne, bonjour. Comment vous réagissez, vous, au témoignage de Dominique? Moi, ce qui m'a interpellée, c'est quand la fille de Dominique dit si on aurait vécu caché. Voilà, parce que c'est vrai que c'est la réalité de beaucoup d'enfants de prêtres, voilà, qui ne peuvent pas vivre au grand jour parce qu'ils n'ont pas l'autorisation, parce qu'ils sont pris dans cette institution qui ne permet pas ça aujourd'hui. Voilà. Pour quelles raisons témoignez-vous de manière anonyme aujourd'hui, justement?
Par respect pour ma mère, qui est toujours en vie. Voilà, mon père est décédé il y a 15 ans maintenant. Et ma mère est toujours en vie et toujours prise dans ce secret, dans cette culpabilité, on va dire. Enfin, moins prise dans ce secret depuis qu'elle me l'a révélé, mais je l'ai appris assez tard. Voilà. À quel âge? Je l'ai appris, j'avais plus de 40 ans, j'avais 43, 44 ans, je ne sais plus exactement. On va revenir à vos jeunes années. Comment décririez-vous la petite fille que vous étiez à l'époque? Petite fille, je ne sais pas trop, disons plus une adolescente un peu mal dans sa peau. Hein. J'ai été un peu mal dans ma peau, j'ai porté, je pense que c'était ce poids-là aussi que je portais, parce que c'est une lecture que j'en ai faite après, mais avec des périodes très difficiles et avec des maux de dos, avec des séances de kiné à n'en plus finir, enfin des choses comme ça. J'ai beaucoup écrit et j'ai retrouvé dans mes écrits des choses. Enfin, j'avais des côtés un peu de. J'ai jamais fait de tentative de suicide, mais on va dire des moments très dépressifs. Voilà, ça, je les ai eus, oui, c'est sûr. Donc vous avez grandi sans vraiment savoir d'où venait ce mal-être. Et c'est 4 ans après le décès de votre père que l'on vous a apporté cette pièce manquante du puzzle de votre vie. Donc vous aviez, vous nous l'avez dit, 42 ans. Qui vous a révélé la vérité sur l'histoire de votre venue au monde? Alors, en fait, c'est ma mère accompagnée du frère de mon père, parce que le frère de mon père était prêtre aussi. Et c'est lui qui a permis à ma mère de nous le dire, à moi et mes 2 sœurs, parce que j'ai 2 sœurs. Et sans lui, je pense que je ne le saurais toujours pas. Et c'est vrai. Quelle parole a-t-il prononcé ce jour-là, votre oncle? Alors, cette révélation, elle s'est faite dans des conditions superbes, parce qu'il m'a dit, j'ai une très belle histoire à te raconter. Ton père a été prêtre pendant plus de 10 ans avant de rencontrer ta mère. Voilà. Donc ça a été vraiment un choc par rapport à cette révélation. Et ma première réaction, ça a été vraiment, c'est un plus. C'est vraiment ce mot-là qui m'est venu, cette sensation-là. C'est un plus dans ma vie, dans la sienne. Et j'ai pu dire à ma mère, ce que je regrette le plus, c'est de jamais en avoir pu parler avec lui, de son vivant. Est-ce que vous avez pu en parler avec votre mère? Oui. Disons que cette révélation a permis un chemin aussi. Hein. Et donc, ma mère m'a redonné des bribes de mon histoire. Hein. Ça a permis ça. Des morceaux d'histoire. Cette révélation a permis, un peu comme un puzzle qu'on reconstruit dans une... Voilà, il manque des pièces. Ça vous a projeté contre certains moments de votre passé. Vous avez peut-être mieux compris vos réactions. C'est ça. J'ai fait des liens entre ma vie enfant, adolescente, et puis des histoires un peu... Enfin voilà, des choses qu'il y avait sur... par exemple, dans un grenier, il y avait un ciboire qui était là, qui est ce avec quoi le prêtre célèbre l'Eucharistie, dans lequel on met le sang du Christ. Et il m'avait été dit que c'était à mon oncle, donc c'était un mensonge. C'est-à-dire que mes parents, pour obéir à cette loi du silence, ont été pris dans des mensonges continuels et obligés par rapport à nous, c'est leurs 3 filles. Quoi. Enfin, ça, c'est un des exemples. Alors, dans les mois qui ont suivi cette révélation, vous avez souhaité en savoir plus sur les circonstances de cette rencontre entre vos parents. Vous nous direz ce que vous avez appris dans la deuxième partie de notre émission. Mais d'abord, voici un aperçu des thèmes que nous allons aborder prochainement. À tout de suite. Il y a 4 ans, l'histoire d'amour de Ginette et Maurice nous avait tous bluffés. Alors Judy, vous avez 3 solutions. Vous vous couchez dans votre camping-car, vous vous couchez dans la chambre d'amis ou avec le propriétaire. Silence radio pendant 10 secondes, après elle dit je vais prendre le propriétaire.
Aujourd'hui, à plus de 80 ans, les deux amoureux sont toujours aussi fringants. C'est mieux qu'au premier jour. Sur la route du bonheur, deux étoiles brilleront pour éclairer nos deux cœurs. Tant que nous nous aimerons, nous aurons toujours 20 ans. Nos soucis s'envoleront comme fumée dans le vent. Vous aussi, vous pouvez venir témoigner sur notre plateau. Vous êtes une belle femme ou un bel homme, mais ça n'est pas si facile. Vous avez déjà été victime de jalousie, de harcèlement ou même d'une agression. Votre plastique attire tous les regards, mais vous refusez de n'être qu'un physique. Vous préféreriez parfois avoir une apparence plus ordinaire. Votre beauté vous empêche de construire une relation sérieuse. Les hommes ou les femmes ne sont avec vous que pour votre physique, ou à l'inverse, vous leur faites peur. Vous ne supportez plus que l'on vous réduise à votre beauté ou que l'on pense que vous avez réussi grâce à votre physique. Vous avez été très beau ou très belle et maintenant que vous commencez à vieillir, le poids des années est particulièrement difficile à porter. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de Toute une Histoire. C'était le 14 mars 1971. J'avais 16 ans. Je rêvais de devenir danseuse. Et en fait, le premier spectacle que j'ai fait, c'était la première partie d'un grand professionnel. Il y a quelqu'un de l'équipe qui est venu me chercher, qui m'a dit « Je t'ai remarqué, il veut te voir. » Et ben, voilà, donc j'ai dit « Pourquoi il veut me voir ?» Bon. J'ai été présentée à lui, il m'a serré la main. Voilà, il m'a fait beaucoup de compliments, il m'a fait des avances, il m'a pris par la main, il m'a assise sur ses genoux. J'en bégaye encore. Je vais vous dire que quand il m'a embrassée, par contre, je suis sortie de la loge affolée. Mon histoire a duré 6 ans. Mais avec quelle star Christine a-t-elle eu cette liaison? La réponse bientôt dans Toute une Histoire. C'est inoubliable en tout cas. C'est la suite de notre émission. Les invités que je reçois aujourd'hui ont souvent entendu qu'elles étaient le fruit du péché. Mais pour elles, elles sont simplement le fruit de l'amour, un amour interdit entre une femme et un homme d'église qui, pour fonder une famille, a dû rompre ses engagements religieux. Alors, si vous voulez réagir à ces histoires hors du commun sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Toute une Histoire. On va à présent ouvrir la deuxième partie de notre émission que nous avons intitulée Mon chemin de croix. Anne-Marie, à l'âge de 16 ans, vous avez découvert la vérité sur l'histoire de votre naissance. Votre père était prêtre et votre mère religieuse. Et c'est 24 ans après cette révélation que vous avez cherché à en savoir plus sur leur histoire. Quelle démarche avez-vous alors entreprise ? Pour en savoir plus, il a déjà fallu que je sois guérie. Donc. Et bon, j'ai donc rencontré ce prédicateur qui m'a enlevé le poids que j'avais sur les épaules. Et à partir du moment où je me suis aperçue que j'arrivais à parler de l'histoire de mes parents sans pleurer, sans trop d'émotion, je me suis dit il va falloir maintenant partir à la rencontre de ce passé pour mieux connaître tes parents et puis toute ma petite enfance qui était complètement occultée. Donc je me suis sentie prête à aller à la rencontre de tout ça. Alors en 2006, vous avez décidé de vous rendre à Oran sur les traces de votre passé. Quel témoignage avez-vous pu y recueillir ? Ça a été un moment extraordinaire. Je suis partie avec mon mari. Donc j'ai revu la cathédrale du Sacré-Cœur, là où il avait été vicaire. J'ai revu le dispensaire Charles de Foucauld, où maman a été directrice en tant qu'infirmière religieuse. Une œuvre extraordinaire. Et puis je suis retournée boulevard Clémenceau, dans cet immeuble où j'ai vécu avec mes parents adoptifs, parce que j'ai été confiée à un moment donné à un couple. Maman était épuisée physiquement et nerveusement. Elle ne pouvait plus s'occuper de moi. Et le vicaire général et l'évêque d'Oran ont préféré que je sois confiée
à un couple plutôt que de libérer mon père des pressions de l'Église. Est-ce que vous avez pu éclaircir certaines zones d'ombre comme Écoutez, quand j'ai pu reconstituer ce puzzle, il y a deux choses qui m'ont bouleversée. D'abord, c'est le combat que ma mère a mené à l'époque. Il fallait oser, en tant que femme, frapper aux portes des autorités religieuses, refuser l'argent que l'évêque lui a proposé pour qu'on disparaisse en silence. C'était quoi son combat en fait? C'était de libérer votre père de ses chaînes? Voilà, de faire en sorte que je vive un jour enfin dans la chaleur de leur foyer. Avec eux tous les deux présents? Avec eux tous les deux. Donc mon père était absolument écartelé, culpabilisé par la famille, par l'Église, par un vicaire général aussi. Je pense qu'il aurait aimé que mon père soit son fils, quelque part. Il lui manquait un fils à ce vicaire, c'était un sexagénaire très paternaliste. Et on est rentré dans un chantage affectif. Mon père ne savait plus où il en était. Et puis, on l'a installé dans une situation où finalement, avait-il seulement le droit de se plaindre? Puisque moi, sa fille, j'étais chez un couple, il pouvait venir me voir régulièrement. L'honneur de l'Église était sauvé aussi. Donc votre mère aurait pu s'arrêter là, mais elle s'est battue justement. Elle s'est battue et j'ai trouvé ça extraordinaire. Épuisée, puisqu'elle s'en est rendue malade quand même. Oui, elle a été épuisée par ce combat, mais ce combat, elle l'a gagné. Et elle l'a mené en priant. Voilà. Aujourd'hui, vous portez sa croix? Je porte sa croix, tout à fait. Ma maman est décédée avec cette croix. Elle se transmet de mère en fille. Voilà. Aujourd'hui, vous avez 63 ans. Oui. Est-ce que vous êtes toujours croyante? Bien sûr. J'ai eu un parcours difficile, un parcours spirituel difficile. Est-ce que vous en voulez à l'Église? Je n'en veux pas à l'Église. Cette Église, je la fréquente. Je vais de temps en temps à la messe. Je crois au sacrement. Mais j'aimerais que cette Église soit moins hypocrite, qu'elle aille mieux. C'est justement parce que j'aime l'Église qu'aujourd'hui, je voudrais qu'elle évolue, tout à fait. Et, mon Dieu, que d'hypocrisie quand on sait que... Est-ce que vous pourriez exprimer la même fierté envers vos parents et votre mère en particulier, quand même, parce que je crois que c'est quand même elle qui s'est surtout battue pour que vous puissiez vivre ensemble un jour? Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que ce que j'ai retenu aussi, c'est que mon père, il a eu aussi, au bout du compte, du courage, parce que c'est au moment où il s'est réalisé pleinement en tant que prêtre à Oran qu'il a tout quitté pour venir nous rejoindre et m'élever. Ouais. Et à l'époque, il fallait oser le faire aussi. Donc, vous, comme les enfants de notre invité, vous pourriez dire que vous êtes fiers? Vous avez été fière du parcours? Je suis fière du parcours de mes parents et je vous dis aujourd'hui, je les aurai en face de moi, je leur dirai merci. Alors, vous avez créé une association en lien Voilà, j'ai avec créé tout une ce association, les Enfants du Silence. Bon, des enfants de prêtres, il faut oser le dire, il y en a partout. Il y en a partout sur la planète. Et voyez, ce qu'il y a de triste, c'est que nous avons affaire à une institution religieuse qui tient absolument à maintenir cette tradition du célibat des prêtres. Personne ne parle de tous ces enfants dont la plupart sont dans une grande souffrance. Et on arrive à chiffrer un peu? J'oserais pas vous donner un chiffre. Il y a 10 000 mais en France, je crois. Voilà, oui. Vous avez écrit un livre aussi? J'ai écrit un livre, Le droit d'aimer. Chez qui? Aux éditions Kéro. Je suis contente que ce livre intéresse beaucoup de personnes. C'est une photo de mon papa et de moi petite dans ces pinèdes où nous allions nous promener très souvent.
Anne, Voilà. c'est 4 ans après la mort de votre père, à l'âge de 42 ans, que vous avez appris qu'il portait l'habit quand il a rencontré votre mère. Vous avez alors eu besoin d'en savoir un peu plus. Quelle histoire avez-vous découverte? J'ai découvert justement que, après cette révélation, en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est un puzzle qui se reconstruit. J'ai pris conscience de la terrible, on va dire, oui, solitude, on peut dire ça, puisqu'on ne parlait de rien. Donc, mon père a dû reconstruire une vie, retrouver un travail, partir à un endroit où on ne le reconnaissait pas. Hein. Il s'est marié, donc lui, civilement. La famille de ma mère n'a pas souhaité être à ce mariage, donc il y avait juste sa mère à lui avec 2 témoins. Et 4 ans après, il a été relevé de ses vœux par le pape, donc voilà, parce que en faisant valoir le fait que c'était en effet pas en conscience totale qu'il avait fait ce choix-là. Donc par en fait la congrégation de son frère qui a pu faire valoir ce droit-là. Voilà. Alors c'est alors installé un long silence de 39 ans et pour votre père et de 43 ans pour votre mère. Pourquoi, selon vous, n'avait-elle jamais osé rompre ce silence? Elle nous l'a dit à la révélation, c'était ma mère, ce qu'elle m'a dit, c'est « est-ce que tu es fâchée ?» Enfin, voilà. Et elle avait peur qu'on la rejette. Voilà. Enfin, donc ça, c'est ce qu'elle dit, mais je pense qu'il y a aussi cet interdit qui est tellement fort. Maman, aujourd'hui, elle a plus de 80 ans, donc c'était dans les années 50 que mon père a été prêtre. Et c'est vrai que tout ça, ça s'est passé à une période aussi où il y avait un poids encore plus fort, je pense, de cet interdit, peut-être de ce qu'aujourd'hui on apprend dans les séminaires, mais ça n'a pas beaucoup encore changé aujourd'hui, quoi. C'est pour ça que je suis là. Vous avez recollé les morceaux de la vie de vos parents, mais aussi de la vôtre. Quel parallèle avez-vous pu faire avec votre parcours personnel? Parallèle entre la vie de vos parents, votre parcours, votre passé et votre parcours personnel. Alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup de... Dans mon enfance, dans mon adolescence, j'avais beaucoup de peur, de manque de confiance en moi. Voilà. Et c'est vrai que mon père a navigué comme ça pour trouver son chemin. Et je me suis dit, ces peurs, c'est peut-être aussi toi, tu as eu peur tu as mis longtemps à trouver ton chemin. Enfin, voilà. Et que toutes ces peurs que je portais, c'était tellement... Enfin, j'avais peur de tout, du noir, des chiens, des poules, de me perdre. Voilà, la plus grande peur, c'était celle de me perdre. De ne pas trouver le bon chemin. Oui, c'est ça, de ne pas trouver le bon chemin. Juste un mot d'Yvonne là-dessus. On voit très bien avec le témoignage d'Anne combien les enfants photocopient la problématique intériorisée des parents. Donc votre père a eu peut-être des difficultés à faire son choix ou en tout cas a été frappé un petit peu à l'époque par le déshonneur d'être un prêtre défroqué. Votre mère a eu honte d'être avec un homme qui est un prêtre défroqué. Et vous avez hérité effectivement de tous ces doutes, de tous ces craintes, peur qu'on les démasque. Et c'est cette propre peur que vous avez eue. Et vous, peut-être avez-vous eu également des doutes à trouver votre voie, ne serait-ce que professionnelle, parce que quand on est des enfants frappés par des non-dits, des enfants du silence, eh bien on est envahi très tôt par le doute et par des interrogations multiples, mais on n'arrive pas à trouver ce qui nous manque. Est-ce que vos enfants ont trouvé leur chemin facilement? Oui, les enfants, mais par exemple, j'en ai 2 qui sont dans l'éducation nationale. J'en ai un qui a été longtemps éducateur, l'autre qui est psychologue. Et alors? Et c'est-à-dire que notre histoire, ça les a permis de s'engager dans les réalités humaines, voilà. Ouais. Et c'était finalement parce que je leur ai transmis, voilà. Donc je ne les ai pas fait baptiser, mais je leur ai fait vivre l'Évangile. Et ils ont choisi de se faire baptiser, eux? Ah non, non. Par contre, ils font des baptêmes civils. Là, en 5 mois, je vais vivre 3 baptêmes civils chez 3 de mes enfants. C'est formidable. Tout le monde s'exprime. Et puis, c'est des paroles humaines. C'est des paroles fortes.
des parents, des parrains, des En tout cas, on voit la des différence parrains-marraines. quand même entre Ce qui est dit. ce qui est dit et ce qui est caché. On voit les résultats que cela produit sur les destins d'adultes après. Et on n'est pas. Dominique, Voilà, c'est ce que je voudrais signaler. C'est pas parce qu'on n'a plus de rites religieux qu'on n'a pas des rites humains beaucoup plus forts que les rites religieux où c'est le prêtre qui s'accapare la parole et des rites qui vous sont imposés par une religion. Et pour moi, ça, c'est ce que j'ai. Mon fils, il a fait un mariage énorme, hein, avec des expressions très fortes. On enterre les gens en parlant, hein, pour mes beaux-parents, etc. On est dans une liberté de créer, hein, parce qu'on n'a plus un prêtre, hein, qui parle à votre place, des rites religieux qui vous imposent, et on est dans un engagement humain pur. Hein, et c'est ça qui est formidable. Moi, je n'ai pas fait de baptême civil. Mes enfants, ils vont bien plus loin que moi. C'est ça qui est beau. Ils continuent, ils ont tout compris. Hein. Nathalie, vous aussi, vous avez découvert que votre père avait été prêtre avant votre naissance. C'est en grandissant que vous avez commencé à vous intéresser à son histoire. Que vous a-t-il raconté ? Qu'il avait la foi, que c'est sa maman aussi. Enfin, à l'époque, il est né en 22, donc c'est vraiment une époque où on était prêtre. Son petit frère était prêtre aussi, d'ailleurs. Qu'il avait voulu tout petit. En fait, à 5 ans, il voulait être prêtre. Il avait vraiment la foi. Ayant lui-même grandi dans une ferme en Normandie où tout le monde avait la foi. Il est rentré à 13 ans, il était prêtre jeune. Et qu'effectivement, en revanche, c'était un prêtre plutôt moderne parce qu'il était plutôt contre le port de la soutane. Il faisait beaucoup de choses en fait concrètement pour les gens. Il écrivait des catéchismes, il mettait en place des systèmes pour que ceux qui n'ont pas trop d'argent puissent partir en vacances, etc. Et en fait, qu'à un moment, il ne pouvait pas vivre sans fonder une famille. En fait, il avait trop envie d'aimer et qu'il a dû effectivement partir. Donc, ce qui s'est plutôt fait dans la souffrance. Mais en même temps, c'est des valeurs très fortes, quoi, d'éthique, d'honnêteté. Et pour lui, l'amour, c'est pas caché. Enfin, d'abord, quand il parlait des femmes, c'était juste magique. On était presque toutes des maris pour lui, parce qu'il était quand même... il aimait beaucoup Marie. Donc, ce qu'on lui a aussi proposé d'être protestant, par exemple. Mais bon, c'était pas son choix. Et il a grandi avec la foi tout le temps. Enfin, il a vécu avec la foi tout le temps. Comment sa famille a-t-elle réagi quand il a pris sa décision de sa mère fonder une famille? Sa mère n'était pas très contente, en fait, parce que elle était très fière que son fils, qu'elle adorait, qui était son préféré, soit prêtre. Elle avait certainement eu un rôle à jouer là-dedans et qu'on se retrouve avec les femmes, hein, comme vous, les mamans, qui, du coup... en même temps, elle était pratiquement en train de mourir, en fait, quand c'est arrivé. En revanche, elle lui a dit qu'elle ne voulait pas qu'il ait d'enfant. Et ça, je l'ai su par mon oncle, qui était prêtre. Parce que pour elle, c'était une honte, en fait, qu'un prêtre soit défroqué. Et que le pire du comble, c'est qu'en plus, il se reproduise. Donc, c'était pas possible. Et mon oncle, en revanche, lui, aurait beaucoup aimé pouvoir fonder une famille, mais il n'a jamais eu le courage, en fait, de quitter. Alors, à quel moment il a rencontré votre mère, votre père ? Donc il a arrêté, il avait 45 ans, il a vu des amis qui connaissaient ma maman qui était veuve avec 3 petits garçons. Ah oui, parce qu'en plus, elle avait déjà des enfants. Elle était mariée, maman, ouais. Elle avait mes 3 frères, quoi. Ouais. Et en fait, ils se sont rencontrés, 3 mois plus tard, ils se sont mariés. Et je vous dis, 42 ans d'amour fou. Moi, j'ai grandi chez les bisounours. Hein. Des gens idéalistes, plein d'amour, plein de partage. Enfin, pour le coup, j'ai pas connu le mensonge. Tant mieux pour vous, hein. Oui. Je suis très, très ravie. Quel message vous aviez envie de faire passer à travers votre témoignage ? Évidemment, pour le mariage des prêtres, très clairement. Depuis que j'ai 10 ans, je me pose ces questions sur la foi, etc. Est-ce que vous avez la foi ? Oui, mais justement, je crois que c'est un vrai débat central. C'est que justement, il y a une grande différence entre la foi et le dogme. Bien sûr. En fait. Et comme Anne-Marie, moi j'ai écrit une pièce de théâtre que j'ai commencé à écrire il y a 20 ans, qui s'appelle Soulève ta cornette, qui traite justement des méfaits, qu'est-ce qu'il y a derrière cette religion. Alors, vous avez commencé à l'écrire, vous avez terminé de l'écrire ? Oui, elle est publiée, quoi. Et en fait, l'idée, c'est de montrer effectivement une rosière qu'à la foi, donc qui vit avec la religion, avec tout ce que la foi entraîne, en fait, de plutôt paisible, en fait, et positif. Et les gens qui vivent plutôt dans les dogmes, donc là c'est représenté par un trublion qui montre toutes les guerres de religion, les mensonges, l'ascétisme, etc. Enfin toute l'horreur, quoi. Et comment on va effectivement, et moi je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui en fait rejettent la spiritualité parce qu'en fait ils rejettent la religion, ce qui n'a absolument rien à voir, quoi.
Donc je pense que c'est un message qui est important de Ouais, séparer les deux Il y a quand beaucoup même. de gens qui vont aussi vers la spiritualité en rejetant la religion. Oui, totalement. C'est-à-dire qu'un Oui, prêtre heureusement. défroqué, il est infidèle au dogme, mais fidèle à la foi. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas des enfants d'un amour interdit, mais vous êtes des enfants de l'amour. Clairement, ouais. Donc, et ça, on l'entend d'une manière assez évidente. En tout cas, c'était passionnant. Merci à tous de vous être livrés avec autant de courage et de sincérité. Anne, nous espérons que vous reviendrez un jour nous voir sans perruque et sans lunettes de soleil. Là, vous l'avez fait aujourd'hui par respect pour votre mère, qui est toujours vivante. Voilà. Merci, en tout cas, d'être venue. Merci à vous. Merci, Yvonne. Il est temps à présent de prendre des nouvelles de nos invités. Des invités qui vont aujourd'hui nous parler d'amour. Et comme on le sait tous, l'amour n'a pas de règles et se présente souvent là où on s'y attend le moins. C'est notamment le cas de Stéphanie, qui ne s'attendait pas du tout à développer de très forts sentiments pour un homme sans jamais l'avoir vu. Oui. Quant à Ginette et Maurice, qu'on ne peut pas ignorer sur ce plateau, vu la couleur de leur costume, ils n'auraient jamais imaginé tomber follement amoureux l'un de l'autre à 60 ans passés. Alors, où en sont-ils aujourd'hui tous les trois? Eh bien, c'est ce qu'ils vont nous dire tout de suite dans l'Histoire continue. Bonjour à tous les trois. Merci d'être présents sur notre plateau. Je vais commencer avec vous, Maurice et Ginette. Toujours aussi élégants. Vous êtes toujours de la même couleur, tous les deux? Et oui. Vous On aviez aime fait... Comment? On est à l'unisson, toujours. Bravo. Nous avions fait votre connaissance il y a 4 ans dans une émission intitulée « L'amour, ce n'est plus de notre âge ». Rappelez-nous dans quelles circonstances vous vous êtes rencontrés tous les deux. Eh bien, nous nous sommes rencontrés dans un bal, chez nous, puisque nous aimons danser tous les deux. Et voilà 20 ans que ça dure. Bal, petit bal, où je t'ai connu. Je t'ai connu, souviens-toi. Tu l'étais pour moi ce soir-là. Il n'y a qu'une inconnue, tout à fait, oui. Alors, vous aviez quel âge à ce moment-là, tous les deux? Moi, j'avais 61 ans. Et moi, 64. Donc, des gamins. Des gamins. Oui, on peut dire comme ça. 61 ans, je suis en train de faire des calculs, là, on peut savoir combien vous... Oui, 20 ans, maintenant j'ai 81. Ouais. Et moi, 84. Bravo. C'est l'amour qui nous tient jeunes. Bon, certainement. L'amour, danser, le bonheur. Le bonheur, oui, on peut dire être dans ça. la vie. Alors, étant donné votre âge avancé, vous n'aviez pas forcément prévu de refaire votre vie, c'est ce que vous nous expliquez. Et pourtant, Cupidon vous a bel et bien frappé en plein cœur aujourd'hui. Ça fait même 20 ans que ça dure entre vous. Nous étions à vos côtés pour fêter l'anniversaire de votre rencontre. On regarde notre reportage et on se retrouve juste après. On est arrivé chez lui. Et puis, on a continué à chanter, à danser tous les deux. À 61 ans, Ginette s'était laissée séduire par Maurice, 65 ans, rencontré au bal. Et entre eux, tout était allé très très vite. Alors, Judy, vous avez 3 solutions. Vous vous couchez dans votre camping-car, vous vous couchez dans la chambre d'amis ou avec le propriétaire. Silence radio pendant 10 secondes. Après, elle dit, je vais prendre le propriétaire. Comment ça s'est passé? Oh, très bien. Vous avez fait l'amour dès le premier soir? Oui, on n'allait pas se coucher sans faire l'amour quand même. J'aurais dit, mais il est bon à rien. Voilà, c'était Et formidable. c'est encore merveilleux. Et ça 16 fait ans après. 16 ans après. 16 années de relations amoureuses et toujours autant d'énergie grâce aux petites astuces du couple. T'as pris le bout du nez. Alors ça, ce sont les appartements privés de Gigi que j'ai réalisés pour qu'elle se sente bien chez elle. Et alors, si on est un petit différent, ça lui permet de s'isoler. Et alors, évidemment, après, quand on se retrouve, c'est formidable. Et pour le couple de septuagénaires, cet amour n'était pas près de s'éteindre. 50, c'est beau. 60, c'est beau. 70, c'est beau. Et 80, c'est encore beau. Montmartre. C'est dans ce village romantique, au cœur de Paris,
que Ginette et Maurice ont décidé de fêter un anniversaire symbolique. Alors, regarde Paris. Alors tu te mets là, et voilà, on va fixer l'événement pour immortaliser cet instant, pour nos 20 ans de rencontre. Et encore, tout l'avenir qui nous reste pour en profiter. 20 ans de rencontre et un amour toujours aussi intense entre ces deux tourtereaux désormais octogénaires. 20 ans déjà, Oui. hein, c'est mieux qu'au premier jour. J'ai besoin de toi. Et oui, c'est vrai, hein, oui, parce que des fois, ça m'arrive d'y penser. Puis de me dire, voyons, si pour une cause quelconque, on était séparés, je ne sais pas ce qu'on ferait. On Tant sera que toujours- nous nous aimerons sur la route du bonheur, deux étoiles brilleront pour éclairer nos deux cœurs. Tant que nous nous aimerons, nous aurons toujours 20 ans, nos soucis s'envoleront comme fumée dans le vent. Ce séjour parisien est aussi pour Ginette et Maurice l'occasion de faire quelques emplettes dans une boutique où ils ont leurs habitudes. Et quand il s'agit de choisir les tenues de Maurice, Ginette veille au grain. Et tu crois que je vais être beau là-dedans? Oui, tu es toujours beau, Oh. pour moi, puis pour les autres aussi. Ah Fais oui, attention, hein. Ah oui, les copines vont encore venir m'inviter, alors j'en ai marre d'être beau. Une attention permanente et réciproque dans la vie du couple. Bon, J'espère que je vous verrai encore dans 50 ans. si j'arrive centenaire, j'aurai du mal à y arriver seul. Toujours. Il faudra toujours qu'elle m'accompagne. Et au revoir, monsieur. Salut les artistes. Ah, merci. Allez, à bientôt. Hein. À bientôt. Bon, bah, je te laisse choisir, j'ai une petite course à faire. Hein. Je reviens tout de suite. Tu m'oublies pas, hein. Ah non, non, je reviens te chercher, tout de suite. Parce que je peux pas rester toute seule. Ouais. Si Ginette n'aime pas être séparée de Maurice, cette fois, c'est pour une bonne cause. Je vais essayer de trouver un cadeau pour nos 20 ans de rencontre. Je pense que ça va lui faire plaisir. Pour l'heure, Maurice n'en dira pas plus, mais il compte bien faire de la soirée qui les attend un moment inoubliable. Le couple a rendez-vous avec des amis, Jean-Claude et Francesca, pour une soirée cabaret, l'une des nombreuses passions qu'ils partagent ensemble. Voilà, on s'est pas oublié. Je connais Maurice et Gigi depuis pratiquement 20 ans. Je ne peux même pas dire que c'est un couple qui s'aime, c'est un couple qui s'adore. Ils sont faits réellement l'un pour l'autre. C'est un couple pour moi qui est parfait. Ils se sont rencontrés comme il y a des rencontres uniques et c'est ce cas-là. Et si Ginette semble la plus heureuse du monde en cet instant, Maurice n'a pourtant pas fini de l'étonner. Ah, dis donc, on va aller loin comme ça? Ah non, c'est parce que j'ai une surprise en souvenir des bonnes années, d'excellentes années que nous avons passées ensemble. Je vais essayer de te faire un petit présent pour tout l'amour que tu m'as donné. Oula. Oh là, ça c'est beau. Oh là là, tu me gâtes trop. Ah mais non, rien n'est trop beau pour toi. Ça, je m'attendais pas à ça du tout, du tout. Déjà, le voyage à Paris, tout. Je m'attendais pas à avoir des bijoux encore en plus. Et c'est vraiment super, t'as bien choisi. Eh bien, dites donc, Maurice, vous avez cassé votre tirelire, alors. Oh, elle a souffert Bah, pendant j'ai toute vu. la semaine. J'espère que le banquier va pas me faire les gros yeux. Vous avez un côté Maurice Chevalier. Vous portez des Oui, canotiers. mais d'ailleurs, je chante Maurice Chevalier, Ah, bah, ça j'ai le m'étonne canotier, pas. la tenue, Bien et, sûr. et je suis à l'aise dans ces chansons et je trouve qu'elles ont un côté très optimiste. Bien sûr.
Et vous, Ginette, quand vous regardez Maurice, vous êtes émerveillée. On a l'impression que c'est la fête à chaque seconde. Absolument. Et je dis souvent, d'ailleurs, plus j'ai vécu avec lui, plus je lui ai trouvé de qualité, de... Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est l'homme de ma vie. C'est vrai, vous diriez ça? Est-ce qu'on a un homme de sa vie ou plusieurs qui se succèdent? Oui, mais depuis qu'on se connaît, il n'y a jamais eu... Pas de clash, rien, tout est à mais alors à quoi ça l'unisson. sert les appartements privés s'il n'y a pas de clash? Ah oui, mais ça c'était parce que, par exemple, la télévision, si elle veut pas voir la même chose, elle ouais. s'isole. Non, parce que ça c'est une excellente idée de longévité, hein, d'avoir des appartements privés. Je pense s'il y a un doute ou quelque chose, mais ça n'est pas arrivé pratiquement. Il n'aime pas que je découche, hein, pas du tout. Ah oui, il n'aime pas ça. Ah non, là ce sera un cas de divorce. Et alors, puisque vous en parlez, c'est toujours la fête sexuellement? Toujours. Et pour mes 80 ans, oui, c'était pour mes alors, 80 ans. là, je crains le pire, mesdames, messieurs. Nous avons fait un faux mariage. Ah bon? Oui, parce qu'on ne veut pas se marier, ça ne sert à rien de signer des papiers. Ça ne veut rien dire. D'accord. Alors, on a fait un faux mariage, on était 80, avec des amis, la famille, tout le monde. Et là, il m'a offert aussi une belle bague. Et dis donc, ça n'arrête pas. Ah oui? Non, mais sexuellement, ça se passe bien? Ah, c'est formidable. Et le désir est toujours présent. C'est vrai? Si j'osais, je vous dirais encore que hier soir, je l'honorais. Vous l'honoriez? C'est la fête jusqu'au bout. Dites donc, Vénarde. Vénarde, Ginette. Oh, je dois pas être la seule, Ah quand bah, même. ça, non, quand même. Mais c'est vrai que quand on sort ou qu'on va quelque part, les copains nous envient. Ah bon? Ah oui, ils trouvent qu'on a quelque chose qui enfin, comment j'expliquerais bien, enfin, je trouve pas mes mots là. Une sorte de magnétisme, des phéromones. Vous Oui, avez un échange voilà, de ils nous disent phéromones. toujours, vous êtes vraiment en harmonie, en unisson. Même à la maison, lorsqu'il y en a un qui ne voit pas l'autre pendant une demi-heure, il sait qu'il est. Oui, on fait se cherche. tout ensemble. On fait tout ensemble. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ceux qui ne savent pas pratiquer l'amour finalement, hein? Parce que c'est ça, c'est... C'est difficile parce que les raisons de ne pas s'entendre sont tellement nombreuses que... Avant Ginette, vous n'aviez jamais croisé de femme de votre vie? Si, j'ai eu quand même deux compagnes avant. Deux mariages. Deux mariages avant, d'ailleurs. Et ça a été aussi... Bon, le dernier, on s'est séparés. Hein. Ouais. Est-ce que c'est dû à l'usure? Est-ce que je ne sais pas, hein. Il y a toujours des causes sous-jacentes qu'on ne perçoit pas toujours. Mais je ne regrette rien. Comme dans la chanson aussi. Hein. Non, rien de rien. Un petit coup de Maurice Chevalier. Ouais. Qu'est-ce que vous... Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Et là, vous faites les pas avec? Ah oui. Bah alors, montrez-nous quand même. Ah ouais. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse, en douce, je me pousse. Les hommes, je le crois, se font des soucis. Pourquoi? Car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme aussi peinard que moi. Vous dansez tous les combien, tous les deux? Tous les dimanches. Tous les dimanches. Maintenant, oui. Vous allez Avant, danser. on a fait du spectacle hein, pendant... Ah oui, vous avez fait du spectacle tous les deux. Pendant 10 ans. On chantait, on presque, dansait. oui. Ouais, d'accord. On avait 1h03 ininterrompu tous les deux. Ah bon? Ouais. Un spectacle à deux? Oui, à deux. à deux. Ah d'accord. Alors on chantait, on dansait, on avait tout monté. Maurice avait tout monté à l'ordinateur, les musiques et tout. Et vous produisiez où? Ben, Dans les maisons de retraite, oui. dans des thés dansants, dans des... Enfin, Oui, surtout les... Oui, puis oui. même des fois des associations qui Associations, nous demandaient... oui. ou des mairies pour des salles. Ouais. Alors Ginette, vous souhaitiez profiter de notre émission pour adresser un message à Maurice. Un message qui reste toujours auprès de moi le plus longtemps possible. Ah, parce que vous avez peur qu'il vous quitte? Non, mais
La vie, elle est tellement drôle, des fois, on ne sait pas. Mais je crois qu'il a dit qu'il voulait faire centenaire. Alors moi, je pense que j'arriverai peut-être au bout aussi. Je crois. Mais je ne ferai pas centenaire sans Ginette. Et je peux pas dire... c'est pas quelqu'un qui va me dire « je t'aime », il sait pas le dire. Ah bon? Il vous dit jamais « je t'aime » ? Non. Il l'a dit une fois. Alors justement. là, Ginette, là, ça, alors là, vous n'avez jamais dit « je t'aime » ? Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas le dire. Là, je suis sûre que vous allez y arriver. Là, c'est obligé. Maurice est obligé. Obligé, sinon je vous parle plus. Alors, je t'aime. Vous lui dites quand même, vous. Ben non, il me le dit pas, alors moi je lui dis pas non plus. Vous, si on vous fait pas, vous le faites pas. Mais par contre, il le prouve toujours. Ah oui. C'est ça, là. Qu'est-ce qui est le plus important, finalement? Oui, c'est de le prouver. Vous voyez, moi je crois que dire je t'aime... Bon, on peut le dire Maurice, comme ça. un petit mot d'amour de temps en temps, ça fait pas de mal, hein, vous savez. Oui, ça fait pas de mal, mais c'est ce que je dis des fois. J'arrive avec une guitare, je chante une mélodie à la nana, elle tombe dans mon lit, 8 jours après, je la quitte. J'ai dit je t'aime 20 fois dans la chanson, je peux lui dire 20... ça, pour moi, ça n'a pas de signification affective. Eh ben non, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est tout. Oui. Voilà. Donc, considérez que ça fait plaisir. Et il n'y a pas de raison de ne pas faire plaisir, puisque vous passez votre temps à lui faire plaisir. Il y a une dame que j'ai connue avant Ginette qui me demandait instamment de lui dire je t'aime. Je lui dis je t'aime, et 6 mois après, je la quittais. Ah bon, ben voilà. Donc, vous voyez que c'est pas un gage d'amour. Ouais, mais il faut peut-être le dire qu'une seule fois, au lieu de dire je t'aime, je l'ai dit, là. je t'aime, mais vraiment en le ressentant. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire Ça fait rêver, c'est magnifique. C'est magnifique, quoi. On rêve tous de ça et je leur souhaite encore beaucoup d'années de bonheur. Ouais. Beaucoup. Bah, nous aussi. Hein, et on espère surtout vous revoir ici, toujours aussi beau, coloré et souriant et heureux sur ce plateau. Stéphanie, je vous avais reçue il y a un peu plus d'1 an dans une émission intitulée « Je ne l'ai jamais vu, mais je l'aime ». Ça encore, c'est pas banal. Pouvez-vous nous rappeler en quoi vous étiez concernée par ce thème? Alors en fait, j'ai une relation plus d'amitié épistolaire avec un condamné à mort au Texas. D'accord. Pour quelle raison était-il condamné à mort? Alors il a été condamné à mort pour le meurtre d'une femme et son complice a écopé de la prison à vie pour le meurtre de 2 adolescents qui ont été tués le même jour en fait. Comment vous expliquez que vous ayez eu envie de correspondre avec cet homme? Mais en fait, j'ai découvert par hasard son histoire sur Internet. Et déjà, la raison pour laquelle il a été condamné à mort, il clamait son innocence. Et puis, ces mots m'ont touchée. C'est une personne vraiment que j'ai accrochée tout de suite, quoi. Et j'ai eu envie de l'aider. Vous étiez dans quelle situation personnelle, vous, à ce moment-là? Presque en rupture. Presque. Pas tout à fait. J'étais sur le chemin, en fait, de la rupture, ouais. Vous aviez quel âge? C'était en 2010, j'avais 35 ans. Alors, pendant les 3 mois qui ont précédé sa condamnation à mort, vous avez entretenu une correspondance avec ce détenu au point de ressentir pour lui quelque chose de très fort. Oui. Quel impact cet épisode a-t-il eu dans votre vie? La réponse tout de suite en images. J'ai cru en lui et je me suis dit, mais je vais lui écrire, essayons de l'aider, de lui sauver la vie, et puis on va voir ce que ça donne. Ce jeune homme, c'était Michael, un condamné à mort du Texas avec qui Stéphanie avait décidé d'entamer une relation épistolaire. Au bout de 3 semaines, 4 semaines, on s'écrivait tous les jours. C'était des lettres, des pages et des pages et des pages. On s'est compris tout de suite, quoi. Il y a vraiment eu ce truc. C'était, je me dis, ça devait être écrit quelque part que je devais le rencontrer, quoi. Nos chemins devaient se croiser. Vous étiez amoureuse de lui à ce moment-là? Pour moi, c'était plus une amitié passionnelle, en fait. Une amitié passionnelle se traduisant par des courriers échangés quotidiennement pendant 3 longs mois, jusqu'au jour de sa mort. Vous étiez dans quel état d'esprit le jour de son exécution? Très mal, quoi.
On se lève le matin et c'est le jour J est là, quoi. J'ai passé ma journée à penser à lui en me disant, en calculant, OK, 7 heures en moins au Texas, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? À attendre désespérément sur la Cour suprême, est-ce qu'ils vont donner un sursis ou pas ? On est pleine de désespoir, en étant totalement pleine d'espoir, en me disant, il y a toujours une chance, faut y croire, faut y croire. J'ai cru jusqu'à la dernière minute, quoi. Et là, c'est là où on reçoit la lettre. C'est la dernière d'ailleurs que j'ai reçue, où il dit si je suis mort, je veux que tu vives ta vie dans la joie et l'amour et que tu propages la paix. Et si tu le fais pas, eh ben, mon fantôme viendra te botter les fesses. Always smile, souris quoi qu'il arrive. Souris toujours, oui. C'est une devise qui vous a suivi. Que vous êtes fait tatouer? Que j'ai fait tatouer, oui. Michael, c'est devenu mon guide spirituel. Deux ans après l'émission, nous retrouvons Stéphanie, près de Lausanne, en Suisse. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Tania, une amie avec qui elle partage un engagement commun. Puis, quoi de neuf? Ça va, je t'ai amené plein de lettres de la sauce. Il y a du boulot. Depuis l'émission, Stéphanie se mobilise dans plusieurs associations d'aide aux condamnés à mort. Je trouve ça tellement super, tu vois, de leur donner une voix, quoi, à ces condamnés. C'est vraiment... c'est un truc qui me tient à cœur. Un investissement quotidien, mais qu'elle vit désormais avec plus de recul. Maintenant, tu vois, j'ai un nouveau correspondant. C'est vrai qu'on s'entend super bien, on rigole ensemble, vraiment tout se passe très bien. Mais c'est pas la même chose, quoi. Il n'y a pas la même complicité. J'essaye quand même de garder, de me protéger un petit peu en essayant de garder une petite distance. Tu sens le lien qui se crée, qui se tisse au fil du temps. Et puis, c'est vrai que ça peut vite devenir assez intense, surtout quand ils approchent d'une date. Il faut être clair avec soi. Si on écrit un condamné à mort, on sait qu'il y a peut-être 95% de risque qu'il soit exécuté à la fin, quoi. Une distance que Stéphanie a également pu prendre grâce à l'écriture d'un livre relatant sa correspondance avec Michael Perry. Aujourd'hui, elle est fière de faire découvrir cette histoire à ses lecteurs. Avoir une démarche comme ça, c'est vraiment... Ah, merci. Moi, ça m'a touché beaucoup. J'ai vu C'est ça vrai. hier dans le journal, ouais. Je trouve ça fabuleux. Ouais. C'est bien qu'ils ne soient pas tout seuls, ces gens. Ouais. Moi, j'ai trouvé très bien le livre. Ça m'a époustouflé, la niaque, que tu y as mis. Quoi. Ah, merci beaucoup. Ça me touche, c'est gentil. La sortie de ce livre, en fait, représente pour moi vraiment un peu la fin de l'histoire. Je tourne en fait une page. Ça m'a permis d'extérioriser, de vraiment sortir toute cette colère que j'avais en moi aussi, du fait de son exécution. C'est vraiment un livre thérapie, en fait, pour moi. Hey, salut. Salut. Tu vas bien? Attends. Ouais, super. Un livre thérapie qui ne laisse pas son frère indifférent. Philippe est venu d'Allemagne pour l'occasion. Super boulot. Hein. Ça t'a permis peut-être de mieux comprendre oui, maintenant, tout le combat, quoi. Oui, ça m'a ouvert un peu les yeux, comme on disait. Donc, parce que là, je vais vraiment dans le détail, enfin, tu vois tout, quoi. Le truc qui m'a beaucoup touché, c'est surtout la date, quand ça s'est passé, quoi. Ça m'a un peu rappelé, ça m'a tout est remonté, et puis bon, j'ai quand même versé une larme. Longtemps inquiet pour sa sœur, Philippe est aujourd'hui soulagé de constater que cette expérience l'a au final rendue plus forte. Moi, je suis très fier de ma petite sœur, n'est-ce pas? Ouais, c'est gentil, merci. C'était quand même assez difficile aussi pour nous. Hein. On avait tous peur que Dieu ne ressente pas de là-dedans. Tu étais vraiment dans cette amitié profonde, coupé un peu du monde, de la famille. Oui, je me suis coupée de tout parce qu'il y avait l'urgence de la situation et parce que c'était vital et que j'avais que 3 mois pour essayer de lui sauver la vie, donc j'avais pas le temps de faire autre chose. Maintenant, avec le bouquin, on voit tout ce qui s'est passé, donc je crois que ça repart bien, et en tout cas, vachement fier. C'est une relation qui m'a apporté énormément dans ma vie, quoi. Je suis une personne différente et j'ai encore plus de force et je suis encore plus positive qu'avant. Et maintenant, voilà, moi, je suis prête et je vis ma vie à fond et je profite de chaque instant, et tout en gardant quand même le combat vivant, quoi. Parce que le combat doit continuer. Tu vois, la force, elle est là, quoi. C'est la devise, hein. Ouais. Always smile. Always smile et pourtant quelques larmes dans les yeux, là. Ouais, c'est touchant. Ça me touche. Quoi?
tout ça, de revoir l'émission d'avant, les photos de Michael, de voir les gens à la télé, les gens qui me soutiennent avec mon livre, mon frère qui me dit qu'il est fier de moi, et puis de voir le chemin que j'ai parcouru depuis, ouais, c'est touchant. Un chemin difficile par moments. Ouais, très difficile. Surtout voilà, qu'il a fallu déjà digérer la mort de Michael, et puis un an après, le cancer qui arrivait dans ma vie. Donc voilà, ça a été vraiment un combat un peu perpétuel, quoi. Quel genre de réaction votre témoignage avait-il suscité après la diffusion de l'émission? Alors, beaucoup de réactions positives. J'ai pas mal de personnes qui m'ont contactée en me disant je vous ai vu à la télé, moi aussi je corresponds avec un condamné, c'est génial ce que vous faites. Ou alors des gens qui m'ont contactée pour me demander conseil parce qu'ils souhaitaient aussi le faire. Donc ils me demandaient mon avis, savoir s'ils pouvaient se lancer là-dedans ou pas, et comment le faire, et tout ça, quoi. Non, très positif. Quand vous voyez le visage de cette femme que nous voyons en photo, elle avait les cheveux longs. Mais en dehors des cheveux, vous en sortez comment de cette épreuve, de cette expérience aujourd'hui? Grandie, plus forte, encore plus humaine que je ne l'étais déjà avant, plus positive, enfin c'est... Ouais, c'est que du positif, quoi. Comment vous l'expliquez? Parce qu'on n'a pas... je veux dire, comme moi, j'ai un garçon de 28 ans qui me dit « Dans 2 jours, je vais mourir, mais j'ai le sourire aux lèvres, alors vous aussi, vous devez sourire. » Je me dis, comment est-ce que je peux être dépressive ou triste ou je peux pas, quoi, c'est pas possible. Même le cancer, je me dis, c'est pas... Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui vit pire que moi. Et ça me booste, ça me donne de l'énergie. C'est à cela qu'on doit se raccrocher quand on traverse, quand il y a une menace de mort qui plane comme ça. Ouais. Moi, c'est à ça que je me suis raccrochée, ouais. Et le livre, alors? La tête haute, les yeux vers le ciel? Ouais. C'est ça, c'est comme je le dis dans le reportage, c'est un peu la fin de l'histoire, en fait. C'était un livre thérapie, j'avais besoin d'extérioriser tout ce que j'avais emmagasiné avec Michael. Et besoin aussi, voilà, de dire aux gens, voilà ce que j'ai vécu, et lisez le livre et renseignez-vous avant de juger. Et ça m'a fait du bien, quoi, d'écrire ce bouquin. Donc aujourd'hui, à l'issue de tout ça, de cette nouvelle épreuve, de l'écriture du livre, est-ce que vous vous sentez disponible, peut-être pour rencontrer l'amour? Oui. Vous cherchez quel profil? Oh là, moi, ça fait 4 ans que je suis célibataire, donc le profil maintenant... non, mais bon... non, j'ai pas de profil Non, mais est-ce que vous êtes prête à vivre une histoire d'amour dans la vraie vie? Ah, mais oui, bien sûr. Voilà, c'est ça la question. Oui, évidemment, oui. Ah oui. Pas autre chose, non. Vous cherchez pas une impossibilité, quoi? Ah non, sûrement pas, non. Maurice, vous n'avez pas des copains à lui présenter? Il y a peut-être l'âge qui resterait... Quoique les hommes prennent des femmes plus jeunes. C'est vrai. Est-ce que l'âge serait une barrière? Il y a beaucoup de copines, ou même ma sœur à l'époque, qui me disait il n'a pas un frère. Voilà, un frère jumeau, si possible. Oui, moi j'avais une sœur jumelle qui est décédée aussi. Bon, on vous le souhaite, en tout cas. Vous reviendrez nous en parler, si c'est le cas. Ouais, vous avez un message à faire passer? Oui, alors juste un petit truc. Déjà en premier, je voulais juste passer un petit coucou à ma pépette. Elle va savoir à qui je parle. Et juste, qu'il faut vivre, quoi. Faut arrêter de réfléchir, de se poser des questions. Que ce soit de se mettre en couple à 80 ans et de rester 20 ans et d'aller danser tous les dimanches. Ou que ce soit d'écrire à des condamnés à mort, même si les gens... trouve ça un peu spécial et compliqué ou quoi que ce soit. Faites ce pourquoi vous êtes fait et vivez la vie avec un sourire aux lèvres et tout ira bien. Voilà. Alors, vous allez signer le grand livre de l'histoire continue. Ginette. Vous ne portez pas de lunettes, vous, Ginette. Vous portez des strass sur les cils, mais pas de lunettes. Merci en tout cas de tout cœur d'être revenu nous voir. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci.
j'ai découvert au décès de mon père le règlement de succession, il y avait une anomalie gravissime. Un héritage a semé la zizanie au sein de leur famille. Il restait 15 000 sur le compte. Là, j'ai dit, il y a un problème. Je savais qu'elle avait de l'argent. Ma sœur m'a appelée pour me dire, voilà, on a procédé au partage. Donc j'ai demandé à voir les comptes. Et c'est là que je me suis aperçue des irrégularités. Des histoires de succession qui ont tourné au règlement de compte. J'ai quand même l'impression que j'ai été amputée. La famille était éclatée, donc je me suis éloigné et j'ai même mis beaucoup de kilomètres entre eux et moi. J'ai l'impression qu'on est dans une spirale infernale. On a essayé des accords, mais ça n'a pas abouti. Mais comment trouver un terrain d'entente et enterrer la hache de guerre ? Il faut savoir à un moment rompre. Si je restais avec ce côté négatif, eh bien moi-même ça ne m'apportait rien. Je voudrais maintenant être un peu en paix avec mon passé. Et là, il y a un blocage. You were a child, crawling on your knees toward it, making mom so proud.